Chères étudiantes, chers étudiants, bonjour. On continue donc ce programme que vous propose votre faculté, la faculté de médecine et de pharmacie de l'Université Hassan II de Casablanca, afin que vous puissiez garder contact avec vos enseignants, afin que vous puissiez avoir l'information, la bonne information, et que vous puissiez suivre un peu cette pandémie qui touche le Maroc et qui touche pratiquement tous les pays du monde. Vous le savez maintenant, vous pouvez interagir. Le programme est interactif. Vous pouvez poser des questions. Nous avons déjà reçu plein de vos questions des deux filières, médecine et pharmacie. Et vos questions sont les bienvenues pour vos enseignants et vous pouvez les envoyer sur l'adresse univ.fmpc.questioncovid19@gmail.com. Pour le programme d'aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagné par deux de vos enseignants que vous connaissez bien entendu. À ma droite, professeur Souha Sahraoui, c'est notre vice-doyenne à la faculté, chargée des affaires académiques et pédagogiques. Professeur Sahraoui est aussi professeur de l'enseignement supérieur en radiothérapie et oncologie à la faculté de médecine de Casablanca. Bonjour Madame Sahraoui. Bonjour Monsieur le doyen. Merci d'être présent avec vous pour nos étudiants afin de les éclairer durant cette pandémie. Merci. Et à ma gauche, professeur Kamel Marhoum Filali, que vous connaissez bien entendu, que vous avez certainement vu ou entendu ces derniers jours, puisqu'il est impliqué directement dans cette pandémie. Professeur Marhoum est professeur de l'enseignement supérieur des maladies infectieuses à notre faculté et il est aussi chef de service des maladies infectieuses du CHU Ibn Rushd de Casablanca. Bonjour professeur Marhoum. Bonjour monsieur le doyen et bonjour chers étudiants. Je suis vraiment heureux aujourd'hui d'être là pour débattre avec vous de ce thème d'actualité qui est le Covid-19. Alors vous le savez, professeur Marhoum est très occupé bien entendu et je sais que ça vous fait énormément plaisir de le retrouver aujourd'hui et qu'il vous consacre toute une émission de 30 minutes pour répondre justement à vos questions, lui, le grand expert sur le plan national. Et on commencera tout de suite par la première rubrique, les questions, vos questions, chers étudiants. Bonjour, je me présente, je suis Ben Khouja Rachid, étudiant en 3e année de médecine générale à la faculté de médecine de Casablanca. On parle très souvent de la durée de vie du virus sur certains produits et certains supports, à savoir les poignées de porte et les produits de latex comme les gants. Mais aussi sur le respect avec vigueur des mesures d'hygiène, à savoir le lavage régulier et quotidien des mains avec l'eau et le savon. Ma question est par rapport au mode de transmission du virus. Puisqu'on insiste tellement sur ces mesures d'hygiène, est-ce qu'il existe un moyen que le virus soit transmis directement à partir de ces produits et de ce support-là, ou la transmission se fait exclusivement par voie respiratoire? Bonjour, je suis Zuber, étudiant en 3e année. Ma question est la suivante. Est-ce que la réinfection par le Covid-19 est possible, surtout que certains pays ont opté pour l'immunité collective au lieu d'instaurer des mesures de confinement? Merci. Bonjour, je m'appelle Yasmine Amani, étudiante en première année médecine et je voulais demander par rapport au coronavirus, bien qu'on sait tous que ces symptômes sont très semblables à une grippe, donc à partir de quels symptômes on peut vraiment s'inquiéter qu'il s'agit bien du Covid-19 et non pas une grippe ordinaire. Merci. Bonjour, alors ma première question. Par exemple, je suis le médecin de garde et je reçois un patient avec un syndrome respiratoire aigu. Quelle est ma conduite à tenir initiale? Bien, professeur Marhoum, donc nous avons eu un lot de 4 questions très intéressantes posées par nos étudiants. Et ce lot, justement, ça parle transmission, mode de transmission, ça parle aussi clinique. Et justement, chers étudiants, aujourd'hui, notre sujet principal va traiter un peu la symptomatologie, la clinique, c'est-à-dire quand évoquer l'infection par ce coronavirus. Monsieur Marhoum, quelques réponses déjà? Écoutez, déjà, je dirais que c'est des questions extrêmement pertinentes. Et je commencerai peut-être par la première, c'est-à-dire le mode de transmission. Notre étudiant se pose la question, est-ce qu'il y a un mode de transmission
à partir, disons, de choses qu'on va ramasser sur une table, c'est-à-dire le virus, est-ce qu'il traîne un peu partout? Voilà, en d'autres termes. Ben, je dirais que oui, et c'est un mode de transmission important, il faut en tenir compte. Il vient s'ajouter au mode de transmission par l'air, mais plus précisément par les gouttelettes qui sont émises par une personne qui va tousser ou qui va éternuer. Ces gouttelettes, bien sûr, si la personne est infectée par le Covid-19, risquent d'arriver vers une autre personne et donc de le contaminer. Donc il est très important de tenir compte des deux modes de contamination principaux, par les gouttelettes et deuxièmement par l'environnement, là où un virus peut survivre. Et il a raison de dire que ce virus, est-ce qu'il peut survivre au niveau de certaines surfaces? La réponse est clairement oui, et ça dépend des surfaces. Et j'en profite pour dire, attention, les gants portés en permanence sont une mauvaise chose, parce que le virus survit plus longtemps sur des gants qu'au niveau de la peau, parce qu'on va se laver fréquemment les mains. Alors pour la deuxième question, c'est qui concerne les symptômes. Là, j'irai plus vite parce que, en fait, on va revenir sur les symptômes. Je répondrai à notre étudiante tout simplement qu'il est difficile de différencier entre une grippe et le Covid-19. Il y a peut-être quelques subtilités sémiologiques, mais c'est difficile réellement de faire la différence. Je reviendrai peut-être là-dessus au moment où on parlera du sujet principal. Sinon, il y avait une autre question, c'est-à-dire on est au niveau des urgences et on voit arriver une personne qui a une infection respiratoire aiguë, conduite à tenir. Écoutez, là, je ne vais pas rentrer dans toute la conduite à tenir, mais je vous dirai déjà, première des choses, c'est se protéger. Un masque chirurgical pour le patient et un masque pour la personne qui va examiner, celui qui est en face du patient. Je crois que ça, c'est primordial. Il faut absolument se protéger. À ce moment-là, prendre le temps de mettre des gants avant d'examiner votre patient et à partir de là, voir est-ce que effectivement vous allez trouver des éléments en faveur du Covid-19 et à ce moment-là, peut-être qu'on va enclencher la procédure concernant le Covid-19. Je termine par est-ce que c'est une maladie immunisante ou pas? Est-ce que le fait de confiner les gens chez eux, est-ce que ça suffit? Est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait de laisser les gens faire la maladie et s'immuniser, comme ça on arrête tout ça et puis les gens sont immunisés et on n'en parle plus? En fait, on ne sait pas si les anticorps qui vont être élaborés par un organisme qui a été contaminé par le SARS-CoV-2, on ne sait pas si ces anticorps sont réellement protecteurs. Et si ces anticorps sont protecteurs, on ne sait pas si cette protection va durer longtemps. Voilà, donc je pense que ça permettrait déjà d'avoir une idée plus précise concernant cette maladie à partir de ces 4 questions principales. Merci, professeur Marhoum. Donc on retient aussi, et c'est un message très important pour vous, chers étudiants, ce qu'on voit un peu à l'extérieur, des personnes qui mettent des gants et qui sont en ville pour leur travail ou pour leurs courses avec des gants. Donc le message est très clair. Encore une fois, on vous le dit, scientifiquement, le port des gants est dangereux. Au contraire, il vaut mieux garder les mains libres et chaque fois se laver les mains par de l'eau et du savon. Et à défaut de présence d'eau et de savon, mettre un gel ou mettre une solution hydroalcoolique. Et puis, l'autre détail un peu, quand on est en face d'un patient, on ne sait pas s'il est Covid, s'il est positif, mais on a des suspicions, eh bien c'est se protéger. Et se protéger, c'est mettre des gants parce qu'on est professionnel de santé et c'est mettre une bavette ou un masque chirurgical, pas le FFP2, mais juste une bavette normale pour pouvoir examiner ce patient. Et justement, on arrive à la rubrique « Bonne pratique ». Rappelez-vous, chers étudiants, la fois dernière, dans cette rubrique, on avait parlé un peu de la bonne pratique, comment se laver les mains correctement et comment appliquer la solution hydroalcoolique correctement. Aujourd'hui, on va parler d'un autre sujet, c'est comment s'habiller quand on va être en face d'un patient testé positif. Professeur Sahraoui.
Merci, Monsieur le Doyen. Alors, en fait, il s'agit d'une capsule qui a été réalisée par les professeurs et les enseignants du département d'anesthésie et réanimation de la faculté de médecine de Casablanca au niveau de notre faculté. Et cette capsule qui comporte l'ensemble des procédures concernant l'habillement des personnes de soins, que ce soit un médecin ou une infirmière, donc ce sont le personnel du soin qui sont en face d'un malade qui est Covid-19, c'est-à-dire c'est une procédure qui est spéciale pour les malades qui sont infectés et que tous les soignants doivent respecter concernant leur habillement. On regarde alors. Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble la procédure d'habillage pour la prise en charge d'un cas confirmé ou suspect porteur de la maladie Covid-19. Pour ce faire, nous allons avoir besoin avant tout d'une solution hydroalcoolique pour l'hygiène des mains, d'une charlotte, de lunettes de protection, d'un masque de protection FFP2, d'une surblouse à manches longues imperméable, d'une paire de gants, d'un tablier et de surchaussures. Avant de commencer à s'habiller, il faut penser à vider ses poches de ses objets personnels. Tout ce qui est stylo, téléphone, doit être vidé des poches. Avant de commencer à s'habiller, nous allons d'abord procéder à l'hygiène des mains, donc la friction avec la solution hydroalcoolique. Jusqu'au séchage complet. Je commence par mettre ma charlotte en tâchant de couvrir les cheveux et le visage. Pour les dames qui ont les cheveux longs, donc il faut faire attention à ça, il faut les attacher et les mettre à l'intérieur de la charlotte. Ensuite, je vais mettre mon masque FFP2. Alors sur le masque FFP2, il y a une barrette qui s'adapte au nez, donc ça va être le côté supérieur, et ici c'est le côté qui va s'adapter au menton. Je sépare les deux élastiques, donc je mets les deux élastiques, un par-dessous les oreilles et l'autre par-dessus les oreilles. Je vérifie est-ce que mon masque est bien adapté. Je serre cette partie qui va épouser la forme de mon nez et je réalise le test, le fit check test. Donc à chaque inspiration, le masque va devoir se collaber. Donc très bien, mon masque est bien ajusté. À partir de ce moment, je ne vais plus devoir toucher mon masque. Donc après le masque, je vais mettre les lunettes de protection. Ensuite, je vais mettre ma blouse à manches longues imperméable. C'est possible de s'aider par un aide pour assurer une fermeture adéquate, mais c'est toujours possible de le faire soi-même. Pour le personnel, ne pas hésiter à surveiller les gestes de chacun d'entre nous, donc on se surveille mutuellement au cas où il y a des erreurs, parce qu'il faut absolument éviter les erreurs au moment de l'habillage et de la protection individuelle. Avant de mettre les gants, il faut s'assurer que les manches couvrent les poignets, de telle sorte que quand je vais mettre mes gants, l'interface entre les gants et la surblouse soit complètement couverte. Maintenant que j'ai mis mes gants, je vais mettre mon tablier de protection. Et on finit par la mise en place des surchaussures. Alors, il faut savoir que toute cette procédure d'habillage se fait à l'extérieur de la chambre du patient.
Maintenant, je suis prêt à rentrer chez mon patient en toute sécurité. Très bien, nous avons vu donc cette procédure, comment s'habiller, mais encore une fois, c'est quand on sera en face d'un patient qui est porteur, qui est testé positif. Des commentaires, Madame Sahraoui? Oui, au fait, comme vous l'avez signalé, c'est que je remercie encore une fois l'ensemble des enseignants du département d'anesthésie et réanimation. Et j'insisterai sur un élément très important qui est le temps. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être dans la précipitation, d'autant plus que ce sont des situations d'urgence. Deuxième élément, c'est qu'il faut se débarrasser de ces objets personnels, qu'il faut les mettre de côté parce que ces objets personnels vont être des sources de transmission du Covid chez soi ou à domicile ou à d'autres personnes. Et également, ce qui a été rappelé est très important concernant le rappel de l'hygiène des mains, qui est très intéressant et surtout important dans la procédure. Et également se rappeler aussi que même les cheveux, il faut qu'ils soient rattachés pour qu'il n'y ait pas de transmission. Et je suis très interpellée par un élément très intéressant aussi, c'est cette surveillance mutuelle. C'est-à-dire que quand il y a l'habillage ou je dirais la mise en place de cette procédure, il y a l'ensemble du corps soignant. Et là, pratiquement, on ne fait plus qui médecin et l'infirmier. Donc c'est tout le monde, on est tous dans le même, je dirais, dans la même procédure. Et cette surveillance mutuelle permettra d'éviter des erreurs. Et surtout là, il ne faut pas en commettre pour qu'il n'y ait pas de contamination. Et là, j'insiste de façon très importante que c'est un habillement qui s'adresse au personnel soignant qui vont prendre en charge un malade atteint de Covid-19. Très bien, merci beaucoup, professeur Sahraoui. Et j'insisterai encore une fois pour dire, vous avez bien remarqué, chers étudiants, lors du reportage, que le masque a été utilisé pour le professionnel de santé qui sera en contact avec le patient testé positif. C'est un masque FFP2. Par contre, lorsqu'on est par exemple aux urgences, quand on va recevoir un patient pour une symptomatologie, on ne sait pas s'il est positif ou pas, eh bien, il suffit de mettre, comme a dit le professeur Marhoum, des gants, de mettre une bavette chirurgicale et faire porter au patient en face de vous la même chose, une bavette chirurgicale pour pouvoir l'examiner. Merci, professeur Sahraoui. Et on passera, professeur Marhoum, on prend un autre lot de questions peut-être? D'accord. Pourquoi on ne fait pas beaucoup de tests de dépistage au coronavirus au Maroc? Bonjour. Donc, vu les circonstances actuelles, il y en a plusieurs personnes qui paniquent quand ils sentent la moindre chose. Par exemple, un maux de tête, ils ont mal à la gorge ou une petite toux. Donc, pour ces personnes, est-ce qu'ils peuvent faire le test de coronavirus? Et si ce n'est pas le cas, quand est-ce qu'il est primordial de faire le test? Merci. Alors, ma deuxième question concerne le dépistage. Est-ce qu'à votre avis, faut-il pas dépister maintenant en masse? Vous savez très bien que nous sommes dans une pandémie, nous avons plusieurs cas locaux. Aujourd'hui, le matin, nous avons 358 cas confirmés. Donc, à votre avis, faut-il pas dépister chaque syndrome respiratoire, voire syndrome grippal présenté par un patient? Et merci. Donc, c'est toutes les questions relatives pratiquement au dépistage. Exact. Par la même occasion, nous avons remarqué, on vérifie auprès des étudiants qu'ils sont vraiment en confinement, donc les vidéos sont faites depuis leur domicile. Monsieur Marhoum, des réponses à ces questions? Écoutez, là, il y a des éléments de réponse, effectivement. Je dirais d'abord que pour comprendre ce qui se passe, il faut qu'on revienne à cette pandémie. C'est une maladie nouvelle. Qui dit maladie nouvelle, c'est que nous n'avons pas suffisamment de recul par rapport aux tests de dépistage. Et donc ça, c'est un handicap. Il est clair qu'au début, il faut utiliser certaines méthodes. Et la méthode qui est utilisée actuellement, c'est la PCR. La PCR permet de faire un diagnostic, mais bien sûr, elle demande beaucoup de temps. C'est une technique qui est très chronophage. Et donc, on se retrouve avec des difficultés lorsqu'on doit en réaliser beaucoup dans la journée. Ça, c'est actuellement un goulot d'étranglement. Ce qu'on peut dire, c'est que
au jour d'aujourd'hui, vous voyez que les cas sont en train d'augmenter. Nous sommes dans la courbe ascendante de l'épidémie au Maroc. Il est temps maintenant de passer à d'autres techniques de dépistage. C'est quelque chose qui est déjà étudié, c'est quelque chose qui est en cours de mise en œuvre, et dans les jours à venir, il y aura d'autres techniques qui vont venir s'ajouter à la technique de PCR. Et ça, c'est une très bonne chose parce que ce sont les tests rapides. Je ne rentre pas dans les détails, il y a différents tests rapides. Ouais. Mais le test qui va être choisi, c'est un test qui aura pratiquement la fiabilité de la PCR, si on veut, ou qui pourrait être complémentaire de la PCR, mais avec un grand avantage, c'est qu'il permettra d'avoir un résultat très rapide dans la demi-heure qui suit, ce qui permettra de prendre en charge le patient plus rapidement, mais surtout de faire beaucoup plus de tests. Et donc là, je rejoins ce que dit notre étudiant qui dit devant tel symptôme, est-ce qu'il faut demander un test? Bon, actuellement, c'est difficile parce qu'il faut passer par le médecin qui va juger est-ce que ça répond aux critères. Oui. Parce que nous ne pouvons pas faire beaucoup de tests. Oui. Mais quand on aura les tests rapides, bien sûr, on va pouvoir élargir. Et à ce moment-là, ça répond à la dernière question de notre étudiante qui dit pourquoi le Maroc ne fait pas beaucoup de tests? Ben justement, voilà, il y a une gradation. Oui. C'est une escalade. Maintenant, on va y arriver. Dans les jours à venir, il y aura énormément de tests qui vont pouvoir être réalisés et ça nous permettra de mieux appréhender cette épidémie, de mieux donc diagnostiquer nos patients, les dépister et les prendre en charge plus rapidement. Très bien, je précise que nous sommes le lundi 30 mars et jusqu'à aujourd'hui au Maroc, les tests pratiqués c'est la technique PCR et que c'est réalisé à Casablanca et à Rabat sur 3 sites. Professeur Marhoum, possibilité avant le test rapide, peut-être d'élargir sur d'autres sites pour faire la pratique de PCR ou pas? C'est possible? Écoutez, c'est probablement possible. Il va falloir qu'il y ait un plateau technique adéquat pour réaliser ces PCR. Mais la PCR restera toujours une technique qui demande un peu de temps. Oui. D'accord ? Il y a de nouvelles techniques qui sont maintenant commercialisées, qui sont des PCR en temps réel, qui mettront certainement moins de temps que la PCR actuellement utilisée. D'accord ? Bon, oui. Ça pourrait être, disons, quelque chose d'intermédiaire. Mais vraiment, les tests qui vont nous permettre d'aller de l'avant et rapidement monter en puissance dans les dépistages, c'est les tests rapides. Très bien. En tout cas, l'autorité sanitaire s'adapte bien entendu à l'évolution de la pandémie et certainement que dans les jours qui viennent, il y aura une adaptation justement pour ce diagnostic, pour ce dépistage. Tout à fait. Professeur Marhoum est avec nous aujourd'hui pour la thématique principale du jour, on va dire. Rappelez-vous, la dernière fois, nous avions parlé des données virologiques. Et aujourd'hui, on va introduire un peu notre sujet principal. Donc avant d'entamer le sujet principal, je vous rappelle, chers étudiants, que nous attendons toujours vos questions, étudiants de médecine, mais étudiants de pharmacie aussi, par vidéo ou même par écrit sur l'adresse qu'on vous a annoncée, univ.fmpc.com. Question avec S, covid19@gmail.com. Et le sujet principal d'aujourd'hui, c'est justement le Covid-19. En passant, on peut dire le Covid-19 ou la Covid-19 pathologie, il n'y a aucun problème. De manière plus simple, on va dire le Covid-19, c'est la pathologie. Et le virus, l'agent pathogène, vous le savez maintenant, c'est ce coronavirus. Eh bien, ce Covid-19 ou cette pathologie, quand l'évoquer justement? En d'autres termes, quels sont les symptômes qui doivent nous faire penser, bien que tout le monde pense aujourd'hui à cette pathologie, mais quand évoquer et dire que ce patient, probablement, il peut ou il doit avoir cette pathologie, cette infection. Professeur Marhoum. Écoutez, si on se réfère à tout ce qui a été publié jusque-là, et en particulier les premières publications qui sont des publications chinoises, il ressort 3 signes principaux. Ça, dans la forme typique. C'est la fièvre,
c'est peut-être un élément relativement constant, mais attention, pas constant à 100%. On a des situations où la fièvre n'existe pas. La toux sèche, sachant également que là aussi on peut avoir des formes avec des expectorations. Et puis la dyspnée, avec tous les degrés de dyspnée possibles, depuis légère jusqu'à l'insuffisance respiratoire aiguë. Donc voilà, ça c'est vraiment les symptômes typiques. Maintenant, on sait, maintenant on a beaucoup de recul, hein, parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a plus de, plus de 700 000 personnes qui ont été contaminées à travers le monde. Donc là, on connaît mieux cette maladie et on sait qu'il peut y avoir des situations avec des douleurs pharyngées, il peut y avoir de la diarrhée, il peut y avoir, disons, des maux de tête, des vomissements. Donc vous voyez, il y a quand même d'autres choses qui peuvent venir rendre le tableau plus inhabituel, plus fruste. Maintenant, si on pense au diagnostic, comment vont évoluer ces symptômes? Que va-t-il se passer? Alors je peux résumer la situation de la façon suivante. Lorsque les symptômes commencent, en moyenne, le patient en général il ne consulte pas tout de suite, sauf quand on est vraiment en période d'épidémie où les gens sont très inquiets et ils consultent pour les premiers petits symptômes. Mais en moyenne, il va se passer peut-être 4, 5 jours, 6 jours, peut-être même 7 jours avant que la personne ne consulte. Mais, passé cette première semaine, les choses vont plutôt risquent d'évoluer très vite. Je dis bien risque parce que ça n'évolue pas très vite chez tout le monde. Ça ne va pas se passer comme ça chez tout le monde. Dès que la personne est admise à l'hôpital, un jour, 2 jours après, on peut déjà observer une gêne respiratoire, donc la dyspnée. Et cette dyspnée risque de s'aggraver très vite. Très rapidement, le patient va être en détresse respiratoire, qui va nécessiter une oxygénothérapie, etc. Mais bientôt l'unité de soins intensifs et peut-être bientôt la réanimation. Donc voilà les maîtres symptômes avec leur évolution dans le temps. Alors, professeur Marhoum, vous nous faites un peu peur. Est-ce que tous les patients qui vont avoir ces symptômes, bon, maintenant on le sait, c'est la fièvre, la toux, oui, l'asthénie ou la fatigue. Maintenant, un patient, on va dire pas un patient, un citoyen qui doit avoir ces signes, quelle serait la pratique? Il va appeler bien entendu, demander avis et dans la mesure de possible, essayer encore plus de s'isoler. Il est en confinement chez lui avec d'autres membres, mais il doit essayer plus de s'isoler par rapport aux autres membres. Effectivement, il devra s'isoler et appeler pour réaliser le test. En tout cas, déjà discuter avec un médecin qui va pouvoir lui dire est-ce qu'il faut faire le test ou pas. Lorsque nous aurons les tests rapides, les choses seront très simples parce qu'on pourra faire plus de tests, donc on pourra à la limite tester tout le monde. Toute personne qui a un syndrome pseudo-grippal pourra être testée. Voilà, ça ce sera une très bonne chose. Mais je vais vous rassurer parce que là j'ai montré une évolution qui semble être une évolution catastrophe. Ce n'est pas la seule évolution en tout cas. Ce n'est pas la seule. Je vous rassure tout de suite, près de 80% des personnes qui vont être contaminées par le SARS-CoV-2, ils vont faire soit une forme asymptomatique, sans symptômes. Alors ceux-là, on ne va même pas en faire le diagnostic, puisqu'il n'y a aucun symptôme, aucun signe d'appel, ils ne vont pas aller faire le test. Ils ne le savent même pas. Ils ne le savent même pas, voilà. On peut évaluer à peu près 30% ces personnes asymptomatiques. Le reste, c'est 80%, donc disons les 50% restants. Ceux-là, ils vont faire une forme qui est légère ou modérée. Autrement dit, ça reste une histoire de syndrome pseudo-grippal avec une note respiratoire, sans plus. Maintenant,
il y a le pourcentage restant. Environ 10% vont faire une forme sévère. Autrement dit, ces personnes-là vont faire une pneumonie. D'accord. Donc là, on est dans des choses plus sérieuses, puisque le virus, il est au niveau de l'arbre respiratoire inférieur. Il y a plus grave encore, mais un pourcentage encore plus minime, 2 à 4%, qui vont faire, ils vont être dans un état critique et qui vont nécessiter vraiment la réanimation. Cela, bien sûr, c'est les situations les plus graves. Et ces situations les plus graves, on va les observer surtout chez les personnes âgées, au-delà de 60-65 ans, chez des personnes qui ont des comorbidités, oui. Les personnes qui ont un problème cardiaque, une pathologie cardiaque sous-jacente, un diabète, un problème rénal, etc. Ces personnes-là risquent de nous faire des complications graves et qui vont nécessiter la réanimation. Donc finalement, si on doit résumer, 80% des personnes vont faire une forme extrêmement légère. Le problème se pose pour les 20% restants, dont des sévères qui vont nécessiter une hospitalisation et puis peut-être l'unité de soins intensifs, et puis un petit pourcentage qui va nécessiter la réanimation. Merci, professeur Marhoum. Donc, en synthèse, finalement, rappelez-vous, les chers étudiants, il y a la période d'incubation de 24-48 heures jusqu'à pratiquement 14 jours où la personne peut avoir le virus, mais il est asymptomatique. Vous me corrigez, professeur Marhoum, on peut avoir le virus, mis à part la période d'incubation, et être asymptomatique. Donc, c'est un peu le gros lot, peut-être plus de 50%. Tout à fait. On peut avoir le virus, avoir une atteinte qui est très modérée. Là aussi, c'est un pourcentage important. Et puis, quelques personnes vont avoir l'atteinte virale et vont avoir des signes respiratoires très importants jusqu'à la pneumonie. Et encore un pourcentage pratiquement de 10% vont avoir une symptomatologie très grave et nécessiter pratiquement l'unité de soins intensifs, voire la réanimation et la respiration artificielle. C'est la raison pour laquelle, chers étudiants, encore une fois, la prévention, et notre pays a pris des mesures très importantes. Donc nous sommes en état d'urgence sanitaire, nous sommes en confinement, ne doivent sortir que des personnes pour le travail ou pour faire des courses, et une personne par famille, et très rapidement. Et bien entendu, quand on est même en confinement, donc c'est tout l'intérêt du lavage répété des mains avec de l'eau, avec du savon. Et pour les personnes qui sont à l'extérieur, au travail ou pour faire des courses, à défaut de savon et de lavage par de l'eau, eh bien, appliquer correctement, encore une fois, la solution hydroalcoolique. Donc, premier lot de questions, c'était relatif au mode de transmission du virus et à la clinique. Le deuxième groupe de questions, c'était pratiquement relatif au dépistage, au moyen de dépistage. Et là, on va prendre un troisième lot de questions un peu variées. Et je tiens à remercier et à féliciter tous nos étudiants pour la qualité de leurs questions, pour l'intérêt qu'ils portent déjà à la situation et pour la grande qualité et la pertinence de leurs questions. On écoute. Bonjour, je m'appelle Oumé Maharizi, étudiante en 4e année de médecine à la faculté de médecine de pharmacie de Casablanca. Alors ma question est la suivante: pourquoi au Maroc, à titre d'aujourd'hui, le taux de létalité est de 6,4%, supérieur à la moyenne mondiale, alors que nos hôpitaux ne sont pas encore saturés? Bonjour, je m'appelle Mfouat Omar, étudiant à la 5e année de médecine. Comme on le voit dans plusieurs pays comme les États-Unis et autres, est-ce que c'est possible, dans notre contexte marocain, de transfuser un plasma d'un patient guéri du Covid-19 vers un patient malade dans un but thérapeutique? Et merci. Alors je m'appelle Nabil, étudiant en 3e année. Ma question est la suivante. Récemment, une étude a été faite sur la relation entre le risque d'être contaminé par le SARS-CoV-2 et le groupe sanguin des individus, qui a démontré que les individus dont le groupe sanguin est haut sont les personnes les moins susceptibles d'être touchées par le virus. Et aussi, cette même étude, ce même sujet d'étude pourrait être une piste pour le développement du vaccin. Est-ce qu'il y a quelques informations dessus? Est-ce que cette information, elle est juste? Bonjour, je suis
plupart des gens, en sentant des symptômes comme de la fièvre ou de la toux, prennent des anti-inflammatoires comme de l'ibuprofène. Ma question est la suivante. Quelle est la relation entre la consommation d'anti-inflammatoires et la progression du SARS-CoV-2 dans l'organisme? Bien, professeur Marham, donc il y a une première question relative à l'utilisation des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Quelle relation des AINS avec le coronavirus? Une seconde question, relation entre le groupage sanguin et le virus. Et la troisième sur l'utilisation de plasma. Et je pense qu'on gardera la réponse sur la question létalité ou pourcentage après la situation qu'on va voir de ce jour. Écoutez, c'est des questionnements extrêmement pertinents parce que lorsqu'on a un syndrome pseudo-grippal, nous avons l'habitude de prendre des AINS, et en particulier l'AINS qui a été, rappelé ici, qui est l'ibuprofène, parce que ça soulage, tout simplement. Ouais. Mais là, avec le Covid-19, malheureusement, il a été constaté dans les statistiques françaises en particulier, par rapport aux statistiques chinoises, c'est que des personnes jeunes se sont compliquées, alors que d'habitude, les personnes jeunes ne se compliquent que rarement. Et lorsqu'ils ont essayé de voir qu'est-ce qui reliait ces différentes personnes qui se compliquent alors qu'elles sont jeunes, il y avait le facteur prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens. Alors maintenant, le conseil, une personne actuellement, maintenant que sévit cette pandémie, si elle a un syndrome pseudo-grippal, qu'elle évite les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Ça, c'est extrêmement important. Qu'elle prenne du paracétamol, mais qu'elle ne prenne pas d'anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc ça, c'est quand même, ça a un impact direct sur la prise en charge et sur éviter que les personnes ne se compliquent. Maintenant, la deuxième question qui est, est-ce que notre groupe sanguin nous protège ou éventuellement aggrave la situation? Bon, là, il y a différentes études. Le O serait peut-être protecteur, le A peut-être viendrait aggraver la situation. Bon, il faut rester sur des choses simples. Pour l'instant, on ne sait pas très bien comment ces choses-là fonctionnent. Il y a peut-être une prédisposition, peut-être une histoire de génétique, mais on est encore sûr de rien. Ouais. Donc il ne faut pas partir sur le fait que j'ai un groupe O, donc je ne risque rien. Ouais. Nous sommes tous égaux devant le risque de contamination. Voilà, je pense qu'il faut aller là-dessus et laisser peut-être la science continuer, faire ses recherches et peut-être nous apporter des solutions plus valides. À la question, est-ce qu'on peut utiliser le sérum de patients guéris? Autrement dit, ce sérum contient des anticorps contre le SARS-CoV-2. Ça a été essayé, effectivement, comme notre étudiant le dit. Il a entièrement raison. Ça a été essayé en Chine, ça a été essayé même dans d'autres pays. Pour l'instant, chez nous, nous ne le faisons pas parce qu'il y a quand même nécessité de manipuler le sang, etc. Et nous sommes au début de l'épidémie. Vous savez, nous n'avons que quelques personnes qui ont guéri pour l'instant. Oui. Donc, peut-être dans l'avenir, si les choses se précisent, si on sait, si on a plus de données scientifiques concernant cette façon de faire, peut-être qu'on pourrait l'imaginer. Mais pour l'instant, en tout cas, ce n'est pas réalisé dans notre pays. Très bien, merci professeur Marham. On prendra aussi, si vous permettez, quelques questions que nous avons reçues par écrit. Alors, Sarah, étudiante, Aïs Ben Hamou, étudiante en 4e année filière pharmacie, et souhaiterait que les prochaines émissions s'attardent un peu plus sur le mécanisme d'action de la chloroquine. C'est promis, il y aura un programme spécial pour le traitement et justement on va aborder avec des spécialistes la chloroquine. Ayman Kaf, première année filière pharmacie. Est-ce que la personne guérie du Covid-19 devient immunisée contre le coronavirus et donc ne peut pas tomber malade une deuxième fois? Je pense, professeur Marham. Oui, je crois que j'avais déjà répondu à cette question au tout début en disant qu'on ne sait pas très bien. Il y a des anticorps, mais on n'est pas sûr qu'ils soient totalement protecteurs, mais on ne sait pas aussi si cette protection va durer. Très bien. Et là, il y a notre étudiant, filière pharmacie 5e année, Mustafa Abed, qui a posé deux questions. Première relative à l'enfant qu'on va laisser
avec un autre spécialiste pédiatre, Inch'Allah. Par contre, il propose une idée. Monsieur Marhoum, concernant la thérapie, l'idée basée sur le principe de l'antagonisme, le virus peut rentrer dans la cellule pulmonaire, doit être attaché à une protéine de surface ECA2 pour faire l'attachement et ensuite la fusion. L'idée de notre étudiant, c'est bloquer ces récepteurs par des médicaments qui existent sur le marché. Cette classe s'appelle les IEC, donc il parle des inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Monsieur Marhoum. Oui, ben écoutez, là c'est vraiment à la pointe de la recherche. D'accord. Il y a eu des constats qui ont été faits et vraiment je félicite nos étudiants d'avoir déjà cette information. C'est quelque chose d'important, c'est vrai. Il a été constaté que le récepteur du virus, c'est justement ce récepteur de l'enzyme de conversion. Voilà. Et de là, on peut se dire que peut-être qu'on pourrait interagir avec cette possibilité de fixation du virus sur la cellule en donnant des inhibiteurs de ces récepteurs. Voilà. Je m'arrête là parce qu'après c'est relativement complexe. Oui. Ça fait intervenir les inhibiteurs, les IEC, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, mais ça met en jeu également les ARA2, donc les inhibiteurs du récepteur de l'angiotensine 2. Et ça aussi, c'est une autre voie de recherche. Mais malheureusement, pour l'instant, on n'a rien de sûr concernant cette voie de recherche. Professeur Sahraoui, qu'est-ce que vous pensez de la qualité des questions de nos étudiants, finalement? Je me rejoins à vous tous deux. Finalement, je vois que nos étudiants sont confinés. On les voit chez eux, pour ceux qui ont envoyé des vidéos. Et vraiment, c'est des questions qui sont à la pointe et vraiment, ça nous va droit au cœur. C'est qu'ils lisent, malgré qu'ils sont en confinement, donc ils travaillent, j'espère qu'ils travaillent aussi leur module. Et en même temps, ils s'intéressent et ils sont vraiment à la pointe des questions. Hein. C'est vraiment excellent. Vraiment, un grand bravo à nos étudiants. Bon, on a eu des questions de la première année jusqu'à la 5e année. C'est tous des étudiants qui sont chez eux. Ils suivent leurs cours en ligne. Mais là, avec la qualité des questions, on voit bien entendu qu'ils suivent la pandémie et qu'ils lisent et qu'ils écoutent et qu'ils recherchent. Je poserai une autre question à la place de nos étudiants pour profiter de la présence de professeur Sahraoui. Je suis certain qu'ils voudront vous poser la question, pas en tant que vice-doyenne, mais en tant que professeur de radiothérapie, d'oncologie. Nous avons tous dans notre entourage et des citoyens marocains qui sont touchés et qui sont suivis par des maladies néoplasiques, par le cancer, qui sont déjà diagnostiqués et qui sont sous traitement. Alors, la question, bien entendu, quelle relation entre leur pathologie et le risque d'infection par le coronavirus, et est-ce qu'il y a des choses particulières, des mesures préventives encore plus particulières qu'ils doivent avoir, ces personnes, pour justement éviter la contamination? S'il faut savoir quelque chose avec laquelle on pourrait commencer, c'est que les cancéreux, ce sont des malades qui sont fragiles. Je ne dirais pas immunodéprimés, mais ce sont des malades fragiles. Et puis, il y a plusieurs étapes dans leur prise en charge. C'est-à-dire, je commencerai par la plus simple, c'est-à-dire les malades qui ont eu des cancers et qui sont pratiquement maintenant à 2 ans de leur fin de traitement, que ce soit chimio, radiothérapie ou autre. Ce sont des malades qui rejoignent un petit peu la population générale. Donc, tout ce qui a été dit lors de la séance précédente et maintenant, c'est-à-dire les règles d'hygiène et le confinement. Pour ceux qui sont en cours de traitement, c'est très délicat parce qu'en même temps, ils ont une maladie cancéreuse, où le traitement, que ce soit par chimio ou autre thérapeutique, doit être instauré. Et donc, il y a toute une gymnastique qu'il faut faire parce que ces malades-là doivent avoir un traitement qui n'est pas aussi facile parce qu'il entraîne une immunodépression. Et donc, c'est un risque-bénéfice qui doit être évalué. On ne peut pas généraliser et procéder ou donner une procédure générale pour tout le monde. C'est-à-dire, c'est le médecin cancérologue avec le malade. Il y aura la discussion pour voir le bénéfice-risque de cette chimiothérapie qui va être lourde, qui elle aussi peut engendrer une aplasie et peut rendre ce malade très fatigué. Tout en sachant que, je pense que nos étudiants ils doivent l'avoir vu, ainsi que les cancérologues, et à l'échelle mondiale, l'immunothérapie a été arrêtée pour les malades parce qu'en elle-même, elle donne cette atteinte pulmonaire qui est aussi grave immunologique.
Ça d'une part. Et d'autre part, je voudrais aussi insister sur un élément très important, c'est que nos malades cancéreux, en général, il y a toute une préparation pour laquelle on leur donne un certain nombre de mesures hygiéno-diététiques, c'est-à-dire se protéger, même sans Covid, c'est-à-dire il faut qu'ils ne fassent pas, je dirais, aller se mélanger avec d'autres personnes, éviter des gens qui ont une grippe, etc. Donc là, c'est un peu plus draconnier, c'est-à-dire ces malades-là doivent être accompagnés, surtout par les personnes soignantes, pour insister sur l'hygiène des mains, sur l'hygiène de l'alimentation et surtout, je dirais aussi que ces malades, il est préférable pour eux, quand ils sont en période de chimiothérapie, qu'ils mettent un masque chirurgical sans plus. Mais surtout, se laver les mains et avoir les mêmes règles de confinement de tous les autres citoyens, je dirais. Alors, il y a deux éléments très importants aussi pour les cancéreux, c'est que très souvent, les malades arrivent avec 1 ou 2 accompagnants. Donc, je pense qu'il est très important qu'il faut sensibiliser. C'est un malade cancéreux s'il est ambulant, c'est-à-dire qu'il peut se déplacer tout seul à l'unité de soins, il le fera sans problème, il va être accueilli par l'unité de soins, faire sa chimiothérapie et rentrer chez lui. S'il est obligé d'avoir un accompagnant et une aide, donc un seul accompagnant, et surtout éviter, parce que c'est très répandu dans notre pays, les visites des malades au niveau des hôpitaux pour aller leur rendre visite. Oui. Il y a beaucoup de moyens de communication qui sont à disposition, donc il faut essayer de limiter parce que, ce malade, il est plus fragile que la population générale, il faut le dire, c'est très important. Et surtout, éviter d'avoir plus d'un accompagnant et éviter les visites au niveau de l'hôpital. Il y a aussi un élément important, c'est que certains oncologues, et même à l'échelle mondiale, c'est de faire privilégier ce qu'on appelle la chimiothérapie orale pour que les malades restent chez eux. On privilégie aussi la téléconsultation, il y a des outils informatiques, il y a des outils au niveau de la téléphonie. On peut voir ces malades, voir s'ils ont des problèmes, etc. Et on conseille au plus aux malades de se confiner, de rester chez eux. Bien entendu, ils doivent être en relation et c'est leur cancérologue et leur thérapeute qui doit leur dire quelle est la conduite à tenir à suivre. Et je n'insisterai pas que la discussion va se faire en pesant le bénéfice et le risque de cette chimiothérapie. Mais bien entendu, ce n'est pas un bénéfice qui va être calculé et évalué par le médecin lui-même, mais il va être discuté avec le malade et c'est finalement le malade avec le soignant qui choisissent la meilleure alternative. Donc il n'y a pas des mesures, je dirais, différentes, ce sont les mêmes mesures qui doivent s'adapter, mais avec un peu plus de précaution parce que ce sont quand même des malades qui sont fragiles. Merci beaucoup, professeur Sahraoui. Et je pense qu'on va passer tout de suite pour voir un peu la situation au Maroc en date de ce lundi 30 mars. Donc la situation au Maroc en date d'aujourd'hui, nous sommes le lundi 30 mars et la situation jusqu'à 18h, notre manière de lire les chiffres. Jusqu'à aujourd'hui, 18h, nous avons réalisé au Maroc 2641 tests. Les testés positifs sont au nombre de 534, un pourcentage de 20,21. Les testés négatifs au nombre de 2107. Donc sur tous les testés, les 2641, nous avons 20% pratiquement de testés positifs. 534 personnes avec une augmentation de ces derniers jours qui commence un peu à se voir, c'est-à-dire qu'on a plus de nombre par jour. Sur les 534 testés positifs, les guéris en nombre de 14, représentant 2,62%, et nous déplorons 33 décès, à savoir un taux de létalité de 6,17%, et tout le reste, c'est toujours des personnes en cours de traitement. Professeur Marhoum, cette augmentation de ces 3-4 derniers jours, est-ce que nous avons une explication? On s'attendrait à quoi? Et ma deuxième question, ça serait celle de notre étudiante. Le taux de létalité, de mortalité qui est aujourd'hui de 6,17 et nos étudiants suivent et ils ont remarqué que c'est un taux qui est un peu plus élevé par rapport un peu à la moyenne internationale. Bien, effectivement, c'est des chiffres qui peuvent interpeller.
On peut déjà commencer par cette augmentation du nombre de cas positifs qui est de plus en plus importante ces derniers jours. Ça peut inquiéter. Mais il faut savoir que c'est une évolution normale dans une épidémie. On commence par quelques cas qui diffusent, disons, la maladie. Cette maladie va toucher de plus en plus de personnes et donc on va diagnostiquer de plus en plus de personnes. Le contraire aurait été inquiétant, parce que ça voudrait dire qu'on ne dépiste pas, qu'on ne trouve pas les personnes. Là, cette augmentation est, disons, quelque chose d'attendu. Ça correspond à la courbe ascendante d'une épidémie. C'est ce qui a été constaté dans les autres pays. Donc, au même titre qu'en Chine, en France, en Italie, etc., ça a été la même chose. Maintenant, on va se poser la question par rapport à la mortalité. Cette létalité qui semble être importante, 6%, ça inquiète. Ben là, c'est tout simplement parce que nous sommes en début d'épidémie. Les personnes qui décèdent, c'est des personnes qui ont été diagnostiquées il y a quelque temps. Nous sommes en début d'épidémie, donc on diagnostique des personnes qui sont symptomatiques, qui sont souvent déjà très symptomatiques, dans une phase évoluée de la maladie. Nous ne dépistons pas encore les personnes qui sont avec des formes extrêmement modérées. Voilà. Donc, quand on fait un simple rapport entre le nombre de cas positifs en dénominateur et le nombre de personnes décédées au numérateur, mais il est attendu qu'on va avoir des chiffres élevés. Parce que tout simplement, le dénominateur n'est pas un dénominateur fiable pour l'instant. Je reviens aux tests rapides. Le jour où on mettra en marche les tests rapides, surtout nos chers étudiants ne doivent pas s'inquiéter, parce qu'on aura un bond en avant des diagnostics positifs. Voilà. On aura de plus en plus de cas. Ça aussi, c'est attendu. Et ceci montrera que la mortalité va baisser, bien sûr, parce que le dénominateur grandit. D'accord ? Maintenant, on va rester quand même sur une note positive. C'est l'évolution normale d'une épidémie. On s'attend à ça. Mais comment faire, baisser cette courbe? Comment essayer de l'horizontaliser? Il y a deux façons. Il faut faire de plus en plus de dépistage pour isoler les personnes malades et les traiter. Deuxièmement, il faut que les personnes respectent le confinement. Le confinement est extrêmement important parce que si les personnes continuent à être mobiles, à se rencontrer, à entrer en contact les uns avec les autres, ben bien sûr, l'expansion de la maladie va continuer. Si chacun reste chez soi, si on a le moins de contacts possible les uns avec les autres, ben le virus, ce n'est pas lui qui circule, c'est les gens qui circulent et qui le font circuler. Donc ces deux effets, plutôt ces deux mesures, dépister beaucoup de cas pour les prendre en charge et les isoler, et le confinement, pourront permettre à cette courbe qui est actuellement exponentielle de l'horizontaliser et d'espérer qu'elle commence à baisser. Et qu'on n'arrive pas dans des situations qui risquent d'être extrêmement difficiles à prendre en charge par notre système de santé, qui sont les situations qu'on a observées dans certains pays, tels que l'Italie en particulier. Bien, merci professeur Marhoum. Heureusement que notre pays a pris des mesures, de grandes mesures, et je dirais à temps. Donc maintenant, l'évolution ne dépend que de nous, ne dépend que des citoyens, à savoir le confinement, il a été décidé, il est appliqué, il est respecté, mais je pense que nous sommes dans une phase où on doit encore être plus attentif et respecter le confinement. Et chers étudiants, justement, aujourd'hui, vous avez eu pas mal de conseils, donc vous avez eu des messages et nous comptons énormément sur vous pour passer ces messages dans votre entourage, autour de vous, là où vous êtes en confinement et bien sûr à travers toutes vos connaissances, à travers les réseaux sociaux. Je pense qu'on arrive à la fin de ce programme d'aujourd'hui. Je voudrais, en votre nom aussi, remercier
mes collègues, professeur Sahraoui et professeur Marhoum. Et je pense, un dernier mot, professeur Sahraoui, à nos étudiants. Je dirais tout d'abord, en tant que vice-doyen, travaillez vos modules, vos cours. Je pense que vous avez le temps de le faire. Et surtout, restez confinés. Et je pense que vous êtes des ambassadeurs et des ambassadrices de notre faculté. Vous êtes aussi un acteur et des acteurs de la santé. Vous devez conseiller à vos proches, vos voisins, le confinement pour qu'on puisse faire aplatir, sinon faire diminuer la courbe des cas incidents. Merci, professeur Sahraoui. Professeur Marhoum, un dernier mot à nos étudiants. Merci, monsieur le doyen. Pour nos chers étudiants, moi je dirais que d'abord, j'ai beaucoup apprécié les questions qui ont été posées. Elles sont d'un très haut niveau et ça montre bien que nos étudiants sont à la maison, d'accord, mais ils s'intéressent à ce qui se passe autour d'eux au jour d'aujourd'hui. Je dirais également, et je rejoins parfaitement ce qu'a dit le professeur Sahraoui, il faut que nos étudiants nous aident au niveau du confinement. Tout un chacun, nous sommes responsables de ce confinement. S'il y a des personnes autour de nous qui n'ont pas bien compris l'intérêt de ce confinement, il faut agir, il faut leur expliquer l'intérêt du confinement. Si des gens n'ont pas compris pourquoi il faut se laver les mains, il faut leur expliquer. C'est un minimum, c'est quelque chose de basique dans l'hygiène. Mais ici, pour cette maladie, c'est quelque chose de primordial. C'est ces éléments-là combinés qui vont nous permettre de vaincre cette maladie qui est actuellement un fléau au niveau mondial. Merci, professeur Marhoum. Confinement, c'est pour nos étudiants de la première à la 5e année qui sont chez eux, suivant des cours à distance, le e-learning. Nos étudiants de 6e et 7e année, ils sont en stage, que ce soit au CHU, dans des établissements de soins de santé de base, ou dans des centres hospitaliers préfectoraux. Donc, encore une fois, chers étudiants, nous comptons sur vous pour transmettre ces messages. Et aussi, je vous lance, pourquoi pas être créatif. Je sais que vous avez beaucoup de créativité. Imaginez, innover des moyens pour toucher le maximum de nos citoyens pour justement respecter ce qui a été décidé par notre autorité, à savoir ce confinement. On arrive à la fin de ce programme. Donc, tous mes remerciements à professeur Sahraoui et au professeur Marhoum. Chers étudiants, on vous retrouve très prochainement sur un autre programme. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir, envoyer vos questions par écrit ou même des vidéos à l'adresse univfmpc.questioncovid@gmail.com. À très bientôt, Inch'Allah.